Bonjour à tous. Je vous propose qu'on attende encore juste quelques minutes. On voit des participants qui se connectent. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Vous avez un chat pour répondre hein, si ce n'était pas le cas. Écoutez, les 10h02, je vous propose qu'on commence. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents ce matin pour notre webinaire consacré au contrôle interne, mais concentré sur les mutuelles soumises à solvabilité 1. Donc, je vois parmi les participants certaines personnes que je connais. Pour ceux que je ne connais pas, je suis Camille Blanc-Vanet. Je suis associée du cabinet Actuelia, que j'ai rejoint il y a maintenant 8 ans, et je suis actuaire de formation depuis 12 ans. J'accompagne depuis 12 ans des mutuelles, principalement des mutuelles santé, mais aussi quelques mutuelles prévoyance, dans l'ensemble de leur gestion des risques. Donc, ça commence par la gestion du risque de souscription. Donc, j'accompagne les mutuelles dans la définition de leurs tarifs quand ils lancent une nouvelle gamme et puis dans le processus d'indexation tarifaire où vous devez a priori venir d'en sortir. Et puis sur l'ensemble du volet risque et notamment du volet contrôle interne, c'est-à-dire la gestion des risques opérationnels. Et d'ailleurs, une de mes premières missions quand j'ai commencé en 2012 à travailler, ça a été de mettre en place un dispositif de contrôle interne dans une mutuelle parisienne avec les processus, la cartographie des risques. Et donc, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et pour ça, je serai accompagnée de Jean-Noël. Alors bonjour à tous, je suis Jean-Noël Ramé, consultant manager au sein du cabinet Actuelia que j'ai rejoint il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Moi j'ai un parcours un peu différent d'un actuaire classique parce que j'ai fait un master spécialisé justement en gestion des risques. Et dans ce cadre, j'ai l'occasion d'accompagner un bon nombre d'acteurs, un bon nombre de mutuelles dans la mise en place effectivement des normes réglementaires, donc notamment sur Solvabilité 2, mais également et surtout dans la mise en place de leurs dispositifs de contrôle interne. Alors, parmi les mutuelles aujourd'hui participantes, il y en a certaines qui nous connaissent, il y en a certaines qui ne nous connaissent pas. Donc, je vous propose de présenter le cabinet en quelques mots. Le cabinet a été créé il y a maintenant presque 12 ans. Il a été créé en 2013. On est 40 consultants, quasiment tous actuaires, mais vous voyez, on a des profils aussi liés à la gestion des risques avec Jean-Noël. On accompagne une centaine d'organismes, 60% de mutuelles à peu près, et puis le reste, ça va être des institutions de prévoyance, des assureurs ou d'autres cabinets d'audit, par exemple. Alors nous, on accompagne les mutuelles sur différents sujets et notre ADN, c'est notre pédagogie, notre pragmatisme. Et l'idée, c'est vraiment de proposer des solutions adaptées à la taille des structures avec lesquelles on travaille. Moi, personnellement, et je crois que Jean-Noël, c'est pareil, on travaille avec des mutuelles qui vont de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, même je crois qu'on en a une à 2,5 millions, jusqu'à 100 millions, nous, de notre côté, d'euros de chiffre d'affaires. Et l'idée, ça va être que selon la taille de la structure, on va apporter une solution adaptée et pragmatique.
On accompagne donc les mutuelles dans la tarification, la souscription, l'évaluation des provisions et leur dispositif de gestion des risques, notamment le contrôle interne. Et en fait, on s'est rendu compte que même si le dispositif de contrôle interne est obligatoire depuis 2008, en réalité, beaucoup de structures peinent à trouver un intérêt à ce dispositif, peinent à créer de la valeur ajoutée. Et donc, c'est pour ça qu'avec Jean-Noël, on a voulu vous proposer aujourd'hui ce webinaire qui soit consacré uniquement aux mutuelles soumises à solvabilité 1, parce que vous êtes spécifique de par votre niveau de cotisation et du coup par votre organisation, pour vous proposer des solutions qui soient vraiment adaptées à votre structure. Et c'est finalement toute l'ADN d'Actuelia, notre pédagogie, notre pragmatisme. Alors, pour ce webinaire, on va d'abord revenir sur les principes et les objectifs du contrôle interne. Et puis après, on donnera des bonnes pratiques justement pour se dire, une fois que j'ai mis en place mon dispositif, comment je l'anime, comment je le déploie. Parce que notre expérience nous montre que souvent, les mutuelles se sont arrêtées à la première partie, c'est-à-dire mettre en place le dispositif, avec notamment la mise en place d'une cartographie. Et ça, c'est une partie qui peut être assez longue et qui peut paraître assez chronophage. Et souvent, on s'est arrêté là. Alors que la valeur ajoutée d'un dispositif de contrôle interne va résider dans son pilotage, dans son animation. Et donc, on va vous donner des bonnes pratiques, des tips sur ces éléments. Et puis après, on reviendra sur, brièvement, mais on reviendra quand même sur un rapport qui est propre aux mutuelles soumises à solvabilité 1, qui est le rapport de contrôle interne. Et puis, on conclura. Alors, n'hésitez pas, il y a un chat et un onglet de questions-réponses. Donc, j'ai écrit bonjour dans le chat pour être sûr que tout le monde le voit bien. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à l'intérieur, soit du chat, soit de questions-réponses. Et puis, on y reviendra plutôt à la fin. Alors, le contrôle interne, qu'est-ce que c'est? On aime bien commencer par cette fiche d'identité pour se rappeler finalement qu'est-ce qu'on entend par dispositif de contrôle interne. Le contrôle interne, c'est l'ensemble des éléments que vous allez mettre en place au sein de votre structure pour assurer la gestion des risques opérationnels. Et vous voyez, on a mis en gras souligné la notion d'opérationnel parce que c'est vraiment propre au dispositif de contrôle interne. Par risque opérationnel, on va entendre tous les risques liés à vos activités. Votre activité d'assureur, j'ai envie de dire, c'est d'encaisser des cotisations et de payer des prestations. Et donc, pour ça, il va falloir éviter les risques, éviter de payer en double une prestation, éviter d'encaisser le mauvais montant de cotisation à un bénéficiaire. Il va falloir s'assurer que mon paramétrage des garanties est bon, que mes contrats de travail sont bons. Donc, c'est vraiment l'ensemble des risques qui sont liés à votre activité. Et donc, l'objectif des dispositifs de contrôle interne, ça va être d'assurer la maîtrise des activités opérationnelles. Alors, en pratique, comment on va faire? L'idée, ça va être d'identifier l'ensemble de vos risques opérationnels, de les quantifier. Est-ce que c'est un risque fort? Est-ce que c'est un risque faible? Et puis de mettre en face des éléments de maîtrise pour limiter, voire neutraliser ces risques. Il faut bien avoir en tête que le contrôle interne, c'est vraiment l'affaire de tous. J'ai envie de commencer par les administrateurs. Quand on lit vos statuts, il y a écrit les administrateurs ou le conseil d'administration est garant du bon fonctionnement des activités. Donc, c'est vous, administrateurs, qui êtes finalement garant que les activités sont maîtrisées. Alors, au quotidien, on va retrouver les opérationnels et la direction qui vont travailler en mettant en place des éléments de maîtrise pour justement limiter la survenance d'un risque. Donc, voilà pour la fiche d'identité finalement du contrôle interne. Alors, ces dispositifs, comme je l'ai dit en introduction, ils sont obligatoires depuis 2008. En 2008, il y a un décret puis une ordonnance qui paraissent et qui impose pour l'ensemble des mutuelles la mise en place d'un comité d'audit, d'un dispositif de contrôle interne et d'un dispositif d'audit interne. Donc, c'est vraiment finalement un décret qui est là depuis bientôt 16 ans. Et puis, il y a une petite piqûre de rappel en 2016 avec Solvabilité 2. Vous n'y êtes pas soumis, mais pour les structures soumises à Solvabilité 2, il y a eu un petit rappel avec un article de la directive qui nous a dit les entreprises d'assurance disposent d'un système de contrôle interne efficace. Alors, pour débuter ce webinaire, on a voulu vous proposer, alors c'est la première fois qu'on lance ça, donc on espère que ça marche, un petit sondage pour savoir chez vous quand est-ce que vous avez mis en place un dispositif.
Donc, est-ce que vous avez mis en place un dispositif plutôt entre 2008 et 2011, c'est-à-dire tout de suite après la proposition de la réforme? Est-ce que vous l'avez mis en place entre 2012 et 2015, ou alors après 2016, ou alors vous ne disposez pas encore de dispositif de contrôle interne? Sachant que pour ce dernier point, alors déjà, les réponses sont anonymes. Et comme je vous disais, on accompagne une centaine de structures et, je ne sais pas, une dizaine de mutuelles solvabilité 1. Et on en a vu encore aujourd'hui qui n'ont pas de dispositif. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt de savoir où on en est chez vous, mais il n'y a pas de honte, j'ai envie de dire, à avoir. Donc, on voit les votes apparaître. Ah, c'est assez, on attend la fin, mais c'est assez partagé. Vous voyez, même si la directive est entrée en vigueur, enfin en tout cas le décret est entré en vigueur en fin 2008, bah, il y en a finalement un tiers qui l'a mis en place entre 2008 et 2011, un peu plus entre 2012 et 2015, et puis encore certains après 2016. Alors, pour celui qui ne dispose pas enfin, qui n'a pas de dispositif de contrôle interne, j'ai envie de dire c'est presque une chance. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que en 2008, ce que j'ai pu observer, moi j'ai commencé à travailler en 2011, et ce qu'on a pu observer en fait, c'est que celles qui, et elles ont eu raison, elles ont voulu respecter la réglementation, et donc dès janvier 2009, elles ont mis en place un dispositif de contrôle interne. Pour autant, bah, il n'y avait pas encore beaucoup d'expérience. On ne savait pas comment créer de la valeur ajoutée. Et je ne sais pas si c'est le cas là pour les 6 structures qui ont voté pour la première réponse, mais souvent dans ces structures qui ont initié les travaux, et c'est tout à leur honneur, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à créer de la valeur ajoutée parce qu'on avait souvent des cartographies énormes. Moi, je me suis retrouvée à travailler avec des mutuelles ouais, en 2014 pour les aider à rationaliser leur dispositif parce qu'elles avaient des cartographies avec 400 risques. Et on verra dans les bonnes pratiques que 400 risques, ce n'est pas pilotable. Mais voilà, vous n'aviez pas pu finalement observer ce que faisaient les autres. Et donc, bah, nous, on a pu acquérir notre expérience. Alors, pour moi, depuis 2012, un peu moins depuis pour Jean-Noël, mais quand même, hein, peut-être déjà 8 ans, je crois, où on a pu expérimenter qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc, bah, pour les mutuelles, plus vous l'avez mis tard, plus vous avez pu vous fonder sur l'expérience des autres. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir que finalement, le contrôle interne, vous en faites bien avant 2008. Vous n'avez pas attendu l'ordonnance de décembre 2008 pour mettre en place du contrôle interne, mais plutôt dans votre vie quotidienne. Alors, merci Camille. Alors, avant de regarder théoriquement comment on met en place et comment on pilote un dispositif de contrôle interne dans un organisme, je vous propose qu'on construise ensemble un meuble IKEA. Ou plutôt, je vous propose de vous mettre à la place de quelqu'un qui montrait un meuble IKEA avec son enfant, donc avec sa fille ou son fils. Avec d'ailleurs au passage une très belle illustration de Camille qui s'est mise en scène pour l'occasion. L'idée, c'est de vous montrer que dans la vie de tous les jours, vous faites déjà du contrôle interne. Bien sûr, on verra ensuite en pratique comment on l'applique à votre organisme. Mais dans un premier temps, quand vous allez construire un meuble IKEA avec votre enfant, vous allez vous poser plusieurs questions. Il faut vous demander pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais pour passer un bon moment avec ma fille ou mon fils? Est-ce que je le fais parce qu'on participe à un concours du meuble le mieux monté? Ou est-ce que je le fais pour accrocher au-dessus du lit d'un bébé? Selon le pourquoi je le fais, les impacts si je rate seront différents. Si c'est juste pour passer un bon moment avec votre fille ou votre fils, finalement, si je rate, c'est pas très grave. Par contre, si c'est pour accrocher au-dessus du lit du bébé, alors là, les impacts si je rate seront beaucoup plus graves. De la même façon, au sein de votre mutuelle, quand vous allez faire des processus, il faut se poser la question de quels sont les impacts si je rate. Ce n'est pas le même impact si on se trompe dans le remboursement d'une prestation adhérent que si on fait, par exemple, une coquille ou une faute d'orthographe dans le journal de la mutuelle. Donc, identifier les impacts vous permet de bien doser le niveau de contrôle que vous allez y mettre derrière. Donc, vous allez aussi vous poser la question de quoi est-ce que j'ai besoin? Si vous n'avez pas de perceuse ou si vous n'êtes pas trop doué en bricolage, bah peut-être que vous allez faire appel à votre voisin. De la même façon, dans votre mutuelle, vous pouvez faire appel à des sous-traitants. Alors, quels sont les risques quand je construis une étagère? Bien sûr, quand vous montez votre meuble IKEA, vous n'avez pas finalement un paperboard pour vous dire et pour vous rappeler quels sont les risques et pour in fine les noter dessus. Pour autant, dans votre tête, intuitivement, vous allez essayer d'éviter de vous blesser, d'éviter que votre fils ou votre fille se blesse, d'éviter de déclencher un incendie. Et donc, pour ça, vous allez mettre en place des éléments de maîtrise de ces risques. Mais attention,
quand on parle d'éléments de maîtrise, il faut que ces éléments soient finalement en adéquation avec le potentiel risque encouru. Par exemple, pour éviter qu'un incendie se déclenche, est-ce que vous allez faire appel aux pompiers pour sécuriser le périmètre? Bon, a priori, je ne pense pas qu'on ait besoin de sondage pour avoir vos réponses, mais je pense que la réponse est non. Parce que la probabilité finalement que ça survienne est quand même relativement rare. Donc vous voyez que même sans se dire qu'on fait du contrôle interne, déjà dans votre tête, vous hiérarchisez les risques et vous mettez en face des éléments de maîtrise. Alors, comment atténuer les risques? Alors, des éléments de maîtrise, on en a parlé, mais des éléments de maîtrise, comme on l'a vu précédemment, dans le cadre du montage du meuble IKEA, c'est par exemple voilà, vérifier que l'étagère tienne, c'est porter des gants de protection pour éviter de se blesser, c'est éventuellement solliciter l'aide d'un voisin ou des experts pour le montage des étapes difficiles, c'est s'éloigner de toute source de chaleur à côté des éléments en bois, par exemple. Donc, comme on a vu précédemment, pour chaque risque, vous y associez un élément de maîtrise en adéquation avec le risque en cours. Et donc, une fois qu'on a monté son meuble IKEA, on a envie de se dire, bon, bah, ouf, notre meuble IKEA est monté, et on va plutôt aller se poser dans le canapé pour l'observer. Dans la réalité, si on fait du contrôle interne, il ne faudrait pas s'arrêter là. Il faudrait se dire, bon, comment s'est passé le montage? Est-ce que j'ai mis en place des éléments de maîtrise, mais est-ce que des risques sont finalement survenus? Comment est-ce que je peux mieux m'organiser la prochaine fois pour monter mon meuble? Comment je peux finalement améliorer l'efficacité? Dans la vraie vie, c'est pas ce qu'on fait et on s'est rendu compte que dans le dispositif de contrôle interne qu'on met en place dans les mutuelles, c'est souvent à l'étape d'avant qu'on s'arrête. C'est-à-dire que c'est souvent à l'étape d'identification et de quantification des risques. Une fois qu'on a fini cette étape, on s'arrête. Alors que l'efficacité, la valeur ajoutée, elle sera créée si on réalise bien cette troisième étage de et après. Un peu une sorte de feedback. Quels sont les axes d'amélioration? Comment je peux améliorer mon dispositif actuel? Et donc, ça, c'est du contrôle interne. C'est-à-dire, j'ai identifié le process, j'ai identifié mes risques et je les ai quantifiés. Et puis, il y a bien cette troisième étape. Et puis, je me suis intéressée à comment je peux améliorer finalement l'efficacité de ce dispositif. Alors, les objectifs du contrôle interne, ils sont nombreux et en même temps, j'ai envie de dire, on peut les résumer à deux éléments. L'objectif du contrôle interne, c'est d'optimiser les processus et de créer de la valeur ajoutée. Alors, c'est pour ça qu'on trouve même avec Jean-Noël que contrôle interne, ça porte un peu mal son nom parce qu'on a l'impression qu'on est dans la notion de contrôle, voire du coup de surcontrôle. Alors que non, l'idée, c'est vraiment justement d'identifier les zones de sous-contrôle, bien sûr, pour mettre en place des éléments pour maîtriser ces activités-là, mais aussi d'identifier des éléments de surcontrôle pour allouer les ressources, les outils au bon endroit. Je vais juste vous donner un exemple. Quand j'ai commencé à travailler sur le contrôle interne, je suis allée dans une mutuelle qui avait un contrôle des dossiers de prestation pour tous les dossiers supérieurs à 500 euros. Et donc, pour tous les dossiers supérieurs à 500 euros, on avait un contrôle de la responsable des prestations, un contrôle de l'adjointe des prestations et deux contrôles au service comptabilité. Donc, on a finalement cinq contrôles si on intègre aussi l'autocontrôle du gestionnaire pour des dossiers supérieurs à 500 euros. Et en fait, quand on a rédigé avec eux le processus, on s'est rendu compte que les quatre personnes qui contrôlaient se rendaient compte qu'au niveau 1, il y avait déjà très peu d'erreurs. Et donc, on avait mis quatre ressources pour réaliser des contrôles pour quelque chose qui comportait finalement un risque faible. Donc, l'idée, c'est bien sûr de voir quelles sont les activités qui ne sont pas maîtrisées, mais aussi d'aider à optimiser vos activités et vos ressources. Un autre point important, c'est que le contrôle interne, ça doit être un processus permanent et évolutif. L'objectif, et on va voir après avec Jean-Noël, c'est d'abord d'établir votre cartographie des risques. Mais cette cartographie des risques, elle doit évoluer. Je pense notamment là au Covid. Quand il y a eu le Covid, forcément, vos process ont évolué. Il y a eu du télétravail, il y a eu du coup des risques émergents, en tout cas liés à cette nouvelle façon de travailler. Et donc, il faut faire évoluer votre cartographie des risques et votre contrôle interne dans sa globalité. Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'évolutif et d'adapté à votre structure. Alors, avant de passer dans le concret, c'est-à-dire justement comment j'identifie mes risques, comment je mets en place cette cartographie des risques, je voulais juste revenir quelques minutes sur le référentiel COSO, c'est-à-dire c'est le référentiel
principales réglementaires qui permettent de fournir un cadre pour mettre en place un dispositif de contrôle interne. Pour mettre en place ce dispositif, il faut que vous intégriez 5 éléments. Le premier élément, c'est l'environnement de contrôle. J'ai envie de dire que c'est presque le plus important parce que c'est ce qui va finalement driver votre dispositif. L'environnement de contrôle, c'est ce qui vous définit. Là, il y a une trentaine de participants, ça doit représenter une vingtaine de mutuelles. Vous avez des caractéristiques propres qui peuvent être une qualité de gestion, qui peuvent être des taux de frais de gestion bas, qui peuvent être une faculté de fidéliser votre portefeuille, qui peuvent être une faculté ou en tout cas un objectif de commercialiser et d'acquérir des nouveaux adhérents. Chacun, vous allez avoir une identité propre et c'est ça finalement l'environnement de contrôle. Et pourquoi je dis que c'est essentiel? Parce que selon vos objectifs définis dans cet environnement de contrôle, vous allez axer vos risques vers telle ou telle activité. Alors bien sûr, l'objectif, c'est que l'ensemble des activités soient maîtrisées, mais pour aider à optimiser ce dispositif et qu'on ne s'y perd pas et pour bien le piloter, il faut se dire quels sont mes objectifs. Mes objectifs, c'est d'avoir des taux de frais de gestion faibles. Mon objectif, c'est d'avoir une qualité de gestion. Et si on prend ce deuxième objectif, vous allez vous concentrer sur les risques liés au défaut de conseil, au défaut de qualité de la gestion, au nombre de réclamations. Donc, les indicateurs d'évaluation de la maîtrise des activités seront différents selon vos objectifs. Donc, tout d'abord, un environnement de contrôle. Ensuite, une évaluation des risques, parce que vous devez être consciente de l'ensemble des risques que vous portez. Et puis, les activités de contrôle, c'est-à-dire l'ensemble des éléments en interne qui peuvent être des moyens humains, des moyens informatiques, des moyens sous-traitants qui vous aident justement à maîtriser vos risques. Quatrième élément, le pilotage. Vous l'avez compris, c'est un élément essentiel pour piloter votre dispositif et on vous donnera dans la deuxième partie du webinaire des éléments justement pour vous aider à piloter. Et puis enfin, dernier élément, tout ce qui va être relatif à l'information et à la communication. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le contrôle interne, c'était l'affaire de tous, opérationnel, direction, administrateur. Il faut avoir finalement de l'information ascendante, descendante, et on verra par des exemples que autant les opérationnels vont pouvoir remonter des risques, mais les administrateurs également vont pouvoir redescendre des risques. Donc vraiment une information complète au sein de votre structure. Donc ça, c'était pour la partie réglementaire. Maintenant, on vous propose, alors en quelques minutes, parce qu'on pourrait voilà, animer ce webinaire sur une journée, mais on va essayer en quelques minutes de vous présenter les grands principes d'une cartographie des risques. Merci Camille. Alors, effectivement, dans la démarche de contrôle interne, comme l'a très bien dit Camille, il y a une étape hyper importante. Et cette étape importante, c'est la construction de la cartographie des risques. Pour qu'elle soit efficace, elle doit pouvoir répondre. En premier lieu, elle doit être exhaustive. Exhaustive, c'est-à-dire qu'elle doit reprendre l'ensemble des risques opérationnels. Ensuite, elle doit être également mise à jour annuellement ou dès lors d'un changement. C'est quelque chose d'essentiel finalement parce que la cartographie des risques ne doit pas être une photo à un instant T, une photo figée finalement. Elle doit évoluer avec l'environnement externe et interne de la mutuelle. Par exemple, alors ça remonte un petit peu, mais du fait du contexte Covid, vous avez forcément vos risques qui ont évolué, pardon. Le télétravail a entraîné forcément de nouveaux risques. Peut-être qu'il y a de nouvelles sécurisations qui fait qu'il y a des risques qui existaient qui n'existent plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit vivre avec le temps. Euh, Ensuite, ça doit être quelque chose qui doit être propre à la mutuelle. C'est vrai que nous, avec Camille, on travaille avec plus d'une vingtaine de mutuelles maintenant sur le contrôle interne. On va dire qu'elles ont peut-être, on va dire, je ne sais pas, 70% de risques en commun, mais la façon dont elles les traitent, donc c'est-à-dire la façon dont elles les maîtrisent et la façon dont elles les gèrent, est différente d'une structure à l'autre. Et puis, bien sûr, il faut qu'elles soient partagées à l'ensemble des acteurs de la mutuelle. C'est un point justement sur lequel on reviendra plus tard ensemble. Alors, comment cartographier les risques? La cartographie des risques, c'est d'abord identifier les risques, mais aussi les quantifier. Pour cette quantification, on passe d'abord d'une vision risque brut, c'est-à-dire qu'on va regarder en quelque sorte l'impact et la fréquence du risque, comme s'il n'y avait pas d'élément de maîtrise. Alors c'est vrai que dans le cadre de l'accompagnement de nos différentes mutuelles et dans la mise en place de leur dispositif de contrôle interne, on se rend compte que c'est une étape qui est finalement plutôt difficile, car les opérationnels ont tout de suite envie de prendre en compte l'élément maîtrise. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir en risque brut,
ils réfléchissent directement au risque net. Par exemple, si on prend en compte le risque de payer une prestation en double, on peut dire qu'il n'arrive quasiment jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages automatiques dans l'outil de prestation, par exemple. Il y a sans doute d'autres contrôles, comme des contrôles de second regard ou des contrôles, par exemple, sur échantillon. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le risque brut de payer une prestation en double, lui, il reste quand même élevé, puisque c'est votre cœur de métier. Vous remboursez des prestations tous les jours, donc potentiellement, le risque peut survenir tous les jours. Ce sont les éléments de maîtrise des risques que vous avez mis en place qui vous permettent d'atténuer ce risque opérationnel et d'éviter justement de payer ces prestations en double tous les jours. Donc, pour aider dans cette étape de tension du risque brut, on recommande de s'imaginer le risque d'erreur un peu comme si on faisait tous les yeux fermés. Cette étape, elle est finalement extrêmement importante si on veut disposer d'un dispositif optimisé. Car si dès le départ, le risque identifié est faible ou a peu d'impact, il sera in fine inutile de mettre en place des éléments de maîtrise importants. À l'inverse, si le risque est fort, il faudra allouer plus d'énergie et de ressources pour le maîtriser. On veut évidemment éviter tous les risques, mais certains risques ont un impact plus fort que d'autres et donc nécessitent de mettre en place, en tout cas de mettre en face de ces risques-là, des ressources qui vont être plus adaptées. Ensuite, pour chaque risque, on va associer un élément de maîtrise, ce qui va permettre d'obtenir un risque net. Si on revient, donc merci, j'en ai sur ces quatre étapes, hein. Donc, un, j'identifie le risque. Deux, je quantifie en vision brute. Trois, je mets en face un élément de maîtrise. Et quatre, j'obtiens mon risque net. Moi, je vous propose qu'on se concentre d'abord sur la première partie, qui est l'identification des risques. Il y a deux méthodes et ces deux méthodes, elles doivent être croisées. Pour avoir une cartographie exhaustive, et c'est un des critères qu'a présenté Jean-Noël, je vous recommande d'avoir une approche bottom-up. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir recenser l'ensemble des processus de votre structure. Il y en a entre 10 et 15, selon que vous sous-traitez la gestion des prestations et des cotisations, par exemple. Donc, je vous donne allez, 4 exemples de processus: gestion des prestations, gestion des cotisations, système informatique, gestion des ressources humaines. À l'intérieur de chacun des processus, vous allez finalement donner les grandes étapes. Et puis, vous allez, alors quand je dis vous, souvent on a un responsable du contrôle interne qui va interviewer les personnes qui interviennent, les opérationnels qui interviennent sur le processus. Donc, par exemple, pour la gestion des prestations, on va demander aller à 2 ou 3 opérationnels du service prestation. Alors, quand on n'en a pas 2 ou 3, un ou deux, hein, selon dans les structures avec lesquelles on travaille, parfois, et comme ça peut être le cas chez vous, il y a une seule gestionnaire de prestation. Donc, dans ces cas-là, on interrogera seulement cette personne. L'interroger pour dire à chaque étape du processus, quels sont les risques. Donc ça, c'est la première approche et qui va vous permettre d'avoir une cartographie assez détaillée. Et c'est pour ça qu'en 2008, des mutuelles ont fait ça, ils se sont retrouvés avec des 400 risques. Là, l'idée, c'est, et c'est le rôle du responsable du contrôle interne, en tout cas de celui qui va le mettre en place, c'est de dire, d'essayer de rationaliser les risques. Une fois qu'on a fait cette approche par processus, on va adosser, mettre en parallèle une autre approche qui est l'approche top-down. L'approche top-down, c'est l'identification des risques majeurs, toujours, mais là, par la direction, par les administrateurs, c'est-à-dire par le haut. Et l'idée, ça va être de confronter la vision top-down et la vision bottom-up pour en faire une seule et même cartographie des risques. Il va falloir croiser finalement ces deux approches et on voit en pratique que la direction et les administrateurs n'ont pas la même vision des risques que les opérationnels et que c'est essentiel de croiser ces approches. Donc voilà pour la partie identification. Maintenant, on va parler de la partie quantification. Et comme je l'ai dit avant, l'idée dans un premier temps, c'est de pouvoir réfléchir en termes de risque brut, c'est-à-dire réfléchir avant l'intégration des éléments de maîtrise. Il faut donc définir sur la base d'une échelle de cotation les impacts du risque d'un point de vue financier, réglementaire, risque image, ce qui nous permet in fine d'obtenir une cotation globale d'impact du risque. À titre d'exemple, c'est par exemple si vous avez un risque, c'est peut-être le côté 1 pour que le risque ne vous coûte pas très cher, jusqu'à 4 si le risque vous coûte très cher et c'est donc un risque majeur. D'un point de vue réglementaire, ça serait 1 qui n'est pas forcément d'impact réglementaire, et puis 4, aller jusqu'à retrait de l'agrément, par exemple. D'un point de vue image, ça serait une cotation de 1 pour voilà, très peu d'impact sur les adhérents, jusqu'à 4, un impact sur tous les adhérents, et dans ce cas-là, ça serait plutôt un risque majeur. Il faut faire le même travail pour la détermination de la fréquence afin de donner une cotation de la fréquence.
Par exemple, cotation de 1 avec une fréquence faible et 4 une fréquence très importante. Cette cotation, en tout cas à travers les exemples que je donne, s'échelonne généralement de 1 à 4, mais des fois on peut retrouver des échelles de cotation qui vont de 1 à 5 en fonction des organismes. Alors effectivement, les échelles peuvent varier d'une structure à l'autre, à la fois dans le nombre de niveaux, mais également dans la définition, ou en tout cas dans la description que l'on va faire de ces niveaux de cotation. De ce qu'on peut observer, une des recommandations que l'on va donner aujourd'hui, c'est vraiment en termes d'impact que vous ayez une échelle paire. Sinon, si on a une échelle impaire, c'est-à-dire des échelles de cotation qui s'échelonnent de 1 à 5, il y a vraiment trop de risques de toujours positionner le risque au milieu et d'avoir une cartographie des risques qui, in fine, va ne pas refléter la réalité. Alors, afin d'obtenir ensuite une cotation justement de ce risque brut, et donc de savoir si ce risque est faible, modéré, important ou majeur en vision risque brut, nous nous basons sur des matrices de chaleur. Pour que plus le risque a un impact fort et une fréquence forte, plus le risque va être important. À l'inverse, plus le risque va avoir un impact faible et une fréquence faible, moins le risque va être important. Alors, jusqu'à présent, on réfléchit en termes de risque brut, c'est-à-dire sans élément de maîtrise. Maintenant, justement, il faut pouvoir intégrer cette notion d'élément de maîtrise. Il faut donc, pour chaque risque identifié, faire un listing de l'ensemble des éléments de maîtrise que vous avez mis en place pour éviter que ce risque ne survienne. Un élément de maîtrise, c'est par exemple un contrôle humain, un contrôle embarqué dans un outil de gestion ou dans un outil de prestation, un contrôle hiérarchique, un contrôle sur la qualité de la donnée, par exemple. L'objectif étant in fine de pouvoir avoir un niveau de cotation de votre élément de maîtrise identifié. Pour cela, on va réfléchir en termes d'utilisation de cet élément de maîtrise et en termes d'impact qu'a votre élément de maîtrise sur votre risque identifié. On va se poser deux questions. Est-ce que l'élément de maîtrise est utilisé systématiquement? Et est-ce que mon élément de maîtrise est efficace? Plus les éléments de maîtrise pour le risque identifié sont utilisés fréquemment, plus ils sont jugés efficaces. Et plus la cotation d'éléments de maîtrise sera in fine forte. À l'inverse, moins l'élément de maîtrise est utilisé systématiquement, et moins il est efficace. Moins la cotation d'éléments de maîtrise sera élevée. L'objectif est de pouvoir obtenir une cotation du risque net, c'est-à-dire pouvoir mettre en face de votre risque brut un niveau de maîtrise. Si votre risque brut est faible, il n'est pas nécessairement, comme l'a dit Camille avant, enfin, il n'est pas nécessaire d'avoir un élément de maîtrise fort pour que votre risque net soit faible. À l'inverse, si votre risque brut est déjà élevé, plus l'élément de maîtrise est élevé, plus il va le permettre d'atténuer ce risque. Et donc, du coup, plus la cotation du risque net sera faible. Si un risque brut est élevé et votre niveau de maîtrise est faible, on va tendre à ce que votre niveau de risque net soit in fine majeur. L'objectif de cette cartographie des risques opérationnels, c'est de pouvoir faire ce travail sur l'ensemble des risques opérationnels de votre mutuelle afin de pouvoir hiérarchiser le risque en fonction de la cotation du risque net. Il est donc important pour ça de pouvoir identifier l'ensemble des risques opérationnels afin d'avoir une vision exhaustive de vos risques qui ne sont pas assez maîtrisés par votre organisme et pouvoir mettre en place des plans d'action comme des contrôles complémentaires, par exemple, sur des risques qui seront par exemple, majeurs. Je vais laisser Camille vous présenter une petite maquette de cartographie des risques qu'on a présentée, qu'on a préparée. Alors, effectivement, nous, quand on a travaillé sur le contrôle interne, et l'objectif, c'est d'avoir cette cartographie. Et on s'est rendu compte que souvent, cette cartographie, déjà, c'était long à mettre en place. Ça, on ne peut pas réduire hein, le temps de mise en place. Mais qu'une fois qu'elle a été mise en place, on l'a laissé un peu comme une photo, comme l'a dit Jean-Noël. Alors, ça, pourquoi cet écueil? J'ai le sentiment que c'est parce que l'outil utilisé de cartographie des risques n'était pas suffisamment flexible et souple. J'ai travaillé avec beaucoup de mutuelles qui utilisaient des outils de marché. Alors, je ne citerai pas de nom ici, et j'ai rien contre les outils de marché, mais je pense que quand on est une structure de petite taille, il faut avoir un dispositif flexible. Et les outils marché sont pas suffisamment flexibles. On vous demande de mettre à jour la cartographie, allez, au minimum, bien sûr, une fois par an. Donc, quand on le fait une fois par an, si on passe déjà une journée à comprendre la notice de l'outil marché, je vous avoue que on est un peu plus réticent à le faire et c'est ce qui explique pourquoi on a souvent des dispositifs qui ne vivent pas. Alors, on a mis en place chez Actuelia, alors je vais essayer de vous montrer, voilà, une cartographie au format Excel.
Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir un fichier Excel qui va être simple à remplir, intuitif et qui va du coup faciliter la reprise par un tiers, parce que si vous avez votre responsable de contrôle interne qui s'en va, bah, il faut que quelqu'un puisse le reprendre facilement, et puis qui va faciliter ces modifications, les ajouts, les suppressions. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit exemple rapide, mais pour vous montrer la flexibilité d'Excel. Dans le processus, là, on a parlé, Jean-Noël nous a parlé du risque de gestion des prestations et par exemple de payer en double une prestation. Donc, on va choisir le processus. On va noter quel est le risque paiement en double d'une prestation. Voilà, vous avez vu, je vous ai donné la réponse un peu avant. Hein, parce que, alors, ça, est-ce que c'est quelque chose qui est, la fréquence est faible, importante, modérée, ou très, alors faible, modérée, importante ou très importante? Si on se rappelle ce que nous a dit Jean-Noël, on est en vision risque brut. Donc, si je faisais tous les yeux fermés, bah, je peux payer tous les jours une prestation en double. Donc, on va mettre très important. Quel est le risque? Bah, c'est plutôt un risque image parce que ça va impacter un adhérent. Alors là, c'est pour l'exemple, hein, je vous propose de mettre deux. Financier, bah, tout dépend le montant. Donc, c'est peut-être un ou deux. On peut peut-être mettre un. Réglementaire, bon, on va payer en double une prestation, ça n'a pas d'impact réglementaire. Je mets un. Et là, à partir de la matrice de chaleur, ça va vous donner fréquence très importante, niveau 2. Par rapport à la matrice de chaleur qu'a présentée Jean-Noël, vous avez un risque brut fort. Par contre, heureusement, sur ces risques-là, il y a un élément de maîtrise qui est… Alors, normalement, je disais commun à toutes les structures, mais j'ai vu des structures dans lesquelles ce n'était pas le cas. Et donc, finalement, sur l'élément de maîtrise qu'on retrouve souvent, ça va être contrôle embarqué dans l'outil. C'est-à-dire que si vous saisissez un même numéro de facture et un même montant, il va y avoir un blocage. Ça, c'est un élément de maîtrise qui est très efficace, utilisé systématiquement et donc qui permet d'avoir in fine un risque faible. Et donc, ça, c'est ce qu'on va faire finalement pour l'ensemble de vos risques. Et si finalement, ça, vous n'aviez pas encore de contrôle embarqué, mais que cette année, vous aviez juste un contrôle par échantillon, hop. Donc ça, c'est du contrôle humain. Donc, ça permet de limiter le risque, mais pas de le neutraliser. Donc, on est plutôt en niveau 2. Bah, là aussi, ça va directement modifier. Bah, votre élément de maîtrise, il est perfectible et votre risque est significatif. Et si l'année prochaine, vous faites évoluer, bah, vous pouvez le modifier directement. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir des outils flexibles. Donc, voilà ce qu'on voulait vous partager. Et voilà, donc, une des premières bonnes pratiques qu'on voulait vous montrer, c'est de se dire, il faut avoir des outils flexibles, souples. Et Excel permet de faire beaucoup de choses, notamment sur le contrôle interne. Donc voilà pour cette première partie de comment est-ce que je mets en place le dispositif. Maintenant, une fois que j'ai le dispositif, une fois que j'ai cette cartographie, donc on pense à notre meuble IKEA, on ne va pas s'asseoir sur le canapé observer notre meuble IKEA, on va piloter cette cartographie. Et donc pour ça, dans cette deuxième partie, on va vous proposer des bonnes pratiques à mettre en place ou à vérifier qu'elles sont bien en place chez vous pour s'assurer d'avoir un dispositif efficace. Alors, comment disposer d'un contrôle interne efficace? Euh, pour que votre contrôle interne soit efficace, on recommande avec Camille de mettre en place plusieurs choses qu'on détaillera plus en détail dans la suite de la présentation. Mais tout d'abord, ce que l'on recommande, c'est de mettre en place des contrôles de second niveau efficaces. Ensuite, on recommande de mettre à jour, comme j'ai déjà dit avant, hein, la cartographie des risques à minima annuellement. D'avoir un suivi des risques majeurs, d'avoir une base incident opérationnelle et d'avoir, en tout cas, de communiquer à l'ensemble, tous les niveaux de votre mutuelle. Et enfin, d'avoir une évaluation par le comité d'audit de l'efficacité de ce dispositif. Alors, si on regarde le premier élément, des contrôles de second niveau efficaces, qu'est-ce qu'on entend par là? Vous avez vu le fichier Excel avec la cartographie. Et dans cette cartographie des risques, on va avoir un certain nombre d'éléments de maîtrise. Ces éléments de maîtrise, ils sont donnés finalement au moment de la réalisation de la cartographie des risques. Mais un des rôles des contrôles de second niveau, ça va être de s'assurer de la réalité effective des éléments de maîtrise. C'est-à-dire que si un élément, c'est le contrôle par échantillon hebdomadaire d'une dizaine de dossiers, bah, ponctuellement, le responsable contrôle interne va venir s'assurer qu'effectivement, cet élément de maîtrise est bien mis en place.
le responsable du contrôle interne va aussi s'assurer ou en tout cas identifier des zones de surcontrôle ou de sous-contrôle. Donc, si on reprend notre exemple de cartographie Excel, l'idée, ça va être de regarder déjà tous les risques bruts majeurs ou forts et de se dire, est-ce qu'il y a bien un élément de maîtrise efficace associé à ces risques-là? Et si ce n'est pas le cas, bah, mettre des plans d'action en œuvre. Et puis à l'inverse, de regarder si on a un risque brut qui est faible et qu'en face, on a mis un élément de maîtrise très coûteux, que ce soit en temps ou en ressources, bah, de se dire, attention, on est dans une zone de surcontrôle. Donc vraiment, son rôle, ça va être d'identifier des zones de risque ou des zones de surcontrôle pour assurer l'efficacité du dispositif. Ensuite, ce qui convient de mettre en place, c'est justement la mise à jour de la cartographie des risques opérationnels. Comme on l'a dit précédemment, et je l'ai déjà répété 2, 3 fois, la cartographie des risques, finalement, ne doit pas être une image, elle ne doit pas être figée, et doit à tout moment être cohérente avec la réalité opérationnelle de votre structure. Elle doit donc être mise à jour régulièrement. À titre d'exemple, pour les organismes que l'on accompagne avec Camille dans la mise en place de la cartographie des risques, on intervient peut-être 1 à 2 fois par an sur 1 ou 2 jours pour pouvoir rebalayer avec les opérationnels de chaque service l'ensemble de leurs risques. Et puis sinon, je trouve un outil fabuleux pour aider justement à mettre à jour cette cartographie des risques, c'est la base incident. Alors pourquoi je dis que c'est un outil fabuleux? Parce que la base incident, sur le papier, doit vous permettre de collecter les incidents. Et l'idée, c'est de se dire, bah, je vais collecter, bah, en fait, il y a un incident qui est survenu. Je vais regarder, est-ce qu'il était bien dans ma cartographie des risques? Est-ce que j'avais identifié ce risque potentiel? Et donc, si ce n'est pas le cas, bah, vous allez modifier votre cartographie des risques pour intégrer cet incident. Ou alors, bah, peut-être que vous allez vous rendre compte que si vous aviez bien identifié cet incident, vous le pensiez maîtriser et finalement, bah, l'élément de maîtrise, il n'est pas aussi efficace que ce que vous pensiez et donc vous allez faire évoluer votre cartographie au niveau de l'élément de maîtrise. Alors, c'est un outil fabuleux, ça a l'air parfait. Dans la pratique, on se rend compte que c'est très difficile à mettre en place parce que ça présuppose de remonter un incident. Ça présuppose qu'un opérationnel vienne dire attention, je me suis trompé. Je vais vous donner un exemple qui date de 2012 où en fait le responsable informatique avait décalé les noms et prénoms des adhérents dans leur base de données. Et donc, en fait, tous les trimestres, il y avait le bulletin de la mutuelle qui est envoyé aux adhérents. Et sauf que là, par exemple, au lieu d'envoyer à Camille Blanc-Vanet, ça allait envoyer à Jean-Noël Blanc-Vanet. Et donc, vous imaginez la réaction des adhérents, se dire, bah, s'ils décalent mon nom et prénom, qu'est-ce qu'ils font avec mes cotisations, mes garanties? Et donc, bah, là, ça, typiquement, c'est un incident. Et donc, bah, on imagine que le responsable informatique n'était pas fier, mais en remontant l'incident, ça permet de se dire bah, où est-ce qu'il y a eu finalement une faille dans mon processus, quel est l'élément de maîtrise qu'il faut que je revoie pour éviter ce risque-là. Donc, la base incident, ça me paraît essentiel, mais je ne vous cache pas qu'en pratique, c'est assez compliqué à mettre en place. Et voilà, une des bonnes pratiques, c'est de se dire d'avoir quelque chose de simple pour la remontée d'incidents et puis d'avoir une culture risque, c'est-à-dire de bien sensibiliser le personnel, les opérationnels, la direction, mais aussi les administrateurs à cette notion de risque. Ensuite, une fois qu'on a construit cette cartographie des risques, cette base incident, effectivement, dans la cartographie des risques, il y a des risques majeurs qui vont ressortir. Et le suivi des risques majeurs est une étape importante qui permet de mettre en avant les principaux risques de la structure et d'identifier pour chacun des éléments de maîtrise à mettre en œuvre, mais également de s'assurer de la bonne mise en œuvre des actions permettant de limiter la survenance de ces risques-là. Dans ce cas-là, le conseil d'administration a un vrai rôle à jouer, car la façon dont on maîtrise le risque diffère d'une structure à l'autre. Par exemple, si on identifie un risque homme-clé, l'action à mettre en œuvre va différer selon l'aversion au risque du conseil d'administration. Dans certaines structures, le conseil d'administration va dire qu'il est essentiel de recruter un binôme, même si le coût peut être important. Et dans d'autres structures, peut-être que le conseil d'administration va décider d'assumer le risque et de faire appel à de l'intérim en cas de survenance. Ce qu'on conseille, nous, c'est de communiquer sur ces risques le maximum possible
pour être sûr que le conseil d'administration ait une vision exhaustive de l'ensemble de ces risques. Alors, je ne sais pas si parmi les participants, il y a des membres du comité d'audit, mais en tout cas, il faut savoir que le comité d'audit a un vrai rôle à jouer dans l'évaluation de la maîtrise du dispositif. Parce que là, vous allez avoir un dispositif mis en place, vous allez suivre les risques majeurs, vous allez mettre à jour annuellement votre cartographie, mais on a envie aussi de savoir, d'avoir un contrôle ponctuel par l'audit interne pour venir se dire sur la gestion des prestations, sur la gestion des cotisations, sur la gestion des ressources humaines, on considère que le processus est maîtrisé et qu'il y a bien l'ensemble des risques identifiés et que les éléments de maîtrise existent et sont pertinents. Et donc, en fait, le comité d'audit, c'est lui qui va avoir la responsabilité d'établir le plan d'audit, c'est-à-dire de dire, voilà les processus que je souhaite faire auditer, de choisir l'auditeur et finalement de faire mener les missions d'audit. Alors ça va permettre à vous, administrateur, après d'avoir un rapport d'audit avec une conclusion qui vous dira le processus X est totalement maîtrisé, partiellement maîtrisé ou présente des éléments perfectibles. Donc vraiment, je sensibilise le comité d'audit qui a un vrai rôle à jouer dans cette notion de contrôle interne parce que c'est écrit dans vos prérogatives. Le comité d'audit s'assure de l'efficacité du contrôle interne et ça passe par la réalisation de missions d'audit. Donc là, dans les bonnes pratiques, on a mis en fréquence 1 à 5 missions ponctuelles par an. Là, les participants, vous êtes quasiment tous des mutuelles solvabilité 1. Ce qu'on observe, c'est 1 à 2 missions par an. On ne va pas plus loin, mais il faut quand même à minima réaliser au moins une mission d'audit par an. Alors, on a vu qu'il faut bien sûr que le responsable du contrôle interne ne soit pas le seul sachant sur la cartographie des risques, et c'est pour ça qu'il est aidé par les opérationnels ou par la direction dans le cadre de la réalisation de la cartographie des risques. Ensuite, il faut vraiment que sa communication soit adaptée et qu'il communique sur l'ensemble des risques. Déjà, pour garantir une culture risque au sein de l'organisme, pour communiquer sur les risques majeurs et pour évaluer la mise en œuvre des éléments de maîtrise. Mais il faut que sa communication soit adaptée selon les niveaux. Alors, au niveau opérationnel, il faut que chaque métier ait la connaissance de l'ensemble de ces risques, mais uniquement de ces risques corrélés avec ses process. Donc, pour le service prestation, par exemple, on va leur communiquer l'intégralité des risques prestations. Pour le service informatique, on va leur communiquer l'intégralité de leur cartographie des risques informatiques. Par contre, si on va voir les administrateurs ou les dirigeants effectifs, si vous leur montrez les 200, 300 risques, vous risquez de vite les perdre au bout du dixième. Donc pour eux, la communication se fera plutôt sur une vision macro des risques majeurs de la structure. Il est également possible d'éventuellement leur montrer les évolutions entre la cartographie des risques à un instant T et l'évolution par rapport à l'année d'avant. Cela permettra d'abord de s'assurer pour les administrateurs et les dirigeants que le dispositif vit bien, et puis aussi de voir et de montrer les modifications qui ont été apportées et de présenter aussi, in fine, les résultats des contrôles de second niveau. Donc ce qui est important, c'est vraiment de communiquer mais d'adapter sa communication en fonction de l'interlocuteur. Et donc, cette communication, elle peut être un peu difficile aussi parce que vous allez voir dans votre cartographie, vous allez avoir entre 80 et 150 risques selon le type de structure. Et donc, communiquer à travers le fichier Excel, ça, autant c'est un outil flexible, autant c'est pas un outil de communication. Et donc, on vous a mis là une infographie qui peut justement être extraite directement du fichier Excel et qui va donner visuellement par processus le nombre de risques faibles, significatifs, forts, majeurs. Et puis l'idée, ce que je vous conseille, c'est de comparer cette vision-là avec la vision de l'année dernière. Ça permettra déjà de s'assurer que le dispositif vit, parce que s'il y a exactement la même photo que l'année dernière, on peut remettre en doute la mise à jour annuelle de la cartographie. Et puis, ça va inviter la direction, les administrateurs à se concentrer sur les risques majeurs. Là, je ne sais pas s'il y a un exemple, mais voilà, dans les ressources humaines, se dire, ah bah mince, il y a 2 risques forts, qu'est-ce qu'ils sont? Donc, on a le sentiment que ce visuel permet vraiment de se concentrer, d'aller en mode entonnoir et de se concentrer in fine sur les risques forts et majeurs.
Alors, de ce qu'on observe, on a essayé d'extraire 3 facteurs clés de réussite qui synthétisent un peu ce qu'on s'est dit là. Alors, le premier qu'on a dit un peu en fil rouge, mais qu'on n'a pas dit explicitement, c'est qu'il faut avoir un responsable de la mise en œuvre au sein de votre structure. Alors, je sais que vous êtes des petites structures. Parmi celles qui sont là, je sais qu'il y a des structures qui ont moins de 5 salariés. Et souvent, alors c'est peut-être pas l'idéal pour la CPR, mais souvent, le pilotage, du coup, va être assuré par la direction opérationnelle. Alors, à voir, après, on pourra en discuter en fonction de chacune des organisations, mais dans des structures de petite taille, bah, il n'est pas rare que ce soit la direction opérationnelle qui assure le pilotage. Si vous dites, bah mince, moi, je n'ai pas du tout de dispositif, il faut que j'en mette un en œuvre et je ne peux pas en plus de mon quotidien, pour la mise en œuvre, elle peut être sous-traitée. D'ailleurs, on en reparlera nous juste après, mais vous pouvez sous-traiter la mise en œuvre et puis après, assurez-vous en interne le pilotage. Ça, c'est le premier élément. En tout cas, il faut que vous ayez un responsable parce que c'est lui qui va s'assurer de la mise à jour de la cartographie, réaliser les contrôles de second niveau, suivre les risques majeurs notamment. 2, il faut des outils flexibles. Ça, c'est vraiment la clé parce que le contrôle interne, en toute transparence, des fois, c'est un sujet qui rebute un peu, où je vous dis, on a l'impression qu'il n'y aura pas de valeur ajoutée. Bah, pour simplifier ce dispositif, vraiment disposer d'outils flexibles, et je dis outils, mais utiliser Excel, vous avez vu, ça permet de faire des choses assez pratiques et adaptées justement à vos dispositifs. Et puis 3, impliquer l'ensemble des parties prenantes du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Alors, c'est-à-dire au moment où on va mettre en place le dispositif jusqu'à son pilotage, et puis régulièrement impliquer le comité d'audit, impliquer des comités de pilotage opérationnel qui vont regrouper vos opérationnels pour qu'on puisse tous échanger sur la cartographie des risques, les risques majeurs et les plans d'action qui en découlent. Alors, on s'est permis, comme c'est finalement la première fois qu'on organise un webinaire vraiment dédié à une population, on s'est permis de vous présenter brièvement nos propositions d'accompagnement. Nous, on intervient aujourd'hui, ou en tout cas, on est intervenu en 12 ans pour une vingtaine de mutuelles sur le contrôle interne et on propose 3 types d'accompagnement. Le premier, c'est je veux mettre en place de A à Z mon dispositif. Ou alors, bah, je sens que j'ai un dispositif que j'ai mis en place il y a longtemps, que je n'ai pas fait vivre et donc il faut refondre le dispositif. Et dans ce cas-là, on peut intervenir soit de manière totale, c'est-à-dire, et je présenterai dans la slide suivante, Actuelia, donc c'est même Jean-Noël, hein, Jean-Noël ou Camille, on vient dans vos locaux et on construit avec vous la cartographie des risques, on construit avec vous les outils de pilotage, on anime des formations pour le comité d'audit, pour les salariés. Donc ça, c'est un accompagnement total. Ou alors, vous avez dans votre structure une personne responsable du contrôle interne ou alors responsable d'un autre sujet, mais que vous voulez positionner comme responsable du pilotage du contrôle interne. Et nous, on va intervenir pour piloter cette personne. C'est-à-dire que c'est elle qui va identifier les risques dans la cartographie des risques et puis elle va nous les transmettre. Et nous, à partir de notre expérience, bah, on va lui dire si l'échelle de cotation nous paraît adaptée, si les risques nous paraissent suffisamment exhaustifs par rapport justement à notre benchmark. Donc ça, c'est le premier type d'accompagnement. Le deuxième accompagnement, c'est plutôt un audit de votre dispositif. C'est de se dire, bon, bah, moi, j'ai un dispositif, mais j'aimerais avoir un œil extérieur. Est-ce que justement, mon échelle de cotation est pertinente? Est-ce que la communication que je fais à mes administrateurs, à mes opérationnels, elle est suffisante et adaptée? Est-ce que ma cartographie est exhaustive? Et puis la troisième mission, qu'on fait un peu moins. Alors, c'est pas qu'on l'aime un peu moins parce qu'on aime réaliser les missions de contrôleur interne, mais à notre sens, c'est plus pertinent que ce soit chez vous. C'est-à-dire que chez vous, vous ayez à disposition un responsable de contrôle interne qui assure le pilotage. Si malheureusement l'organisation, les ressources ne sont pas dans votre organisation, ce n'est pas possible, on peut intervenir à raison de 10 à 15 jours par an, alors qu'on va répartir entre 2 jours par mois, entre 1 et 2 jours par mois, pour venir réaliser des contrôles de second niveau, mettre à jour la cartographie des risques, créer justement, piloter et créer de la valeur ajoutée sur votre dispositif. Alors, si je détaille juste un peu plus, mais rapidement, la première partie, c'est-à-dire quand on vient mettre en place ou refondre le dispositif, on commence par une analyse de l'existant. On forme tout de suite les salariés, les administrateurs à la démarche. Parce que sinon, on ne peut pas arriver auprès des opérationnels en disant, bon, bah, on vient identifier les risques. Non, il faut vraiment sensibiliser
l'ensemble des parties prenantes à cette culture risque. Donc, on commence toujours par cette formation qui va permettre d'échanger sur les processus de la structure, sur des idées de risque, sur la cotation. Ensuite, on va définir avec vous l'échelle de cotation parce qu'elle doit être propre à votre structure selon votre niveau de fonds propres. Ben, un risque qui vous coûte 10 000 euros, ben, pour certaines, ce sera très grave, pour d'autres, pas du tout. Donc, on définit avec vous votre échelle de cotation. On met en place la cartographie à partir de notre fichier Excel. Et puis ensuite, on aide à la mise en place d'outils de pilotage et de communication. Alors, rapidement, nos atouts, c'est qu'on accompagne plus d'une vingtaine de mutuelles. Alors là, je crois que vous n'avez pas le droit au micro, mais je vois certaines mutuelles qu'on a, parmi les participants qu'on a pu accompagner sur ces sujets-là, et je pense qu'elles accepteront qu'on donne leurs références hein, si vous souhaitez savoir comment est-ce qu'on travaille. On forme l'ensemble des parties prenantes. On utilise des outils simples, flexibles. Et l'idée, c'est vraiment d'assurer la montée en compétences des mutuelles avec lesquelles on travaille pour que vous puissiez être totalement autonome sur ces sujets-là. Mais on peut, et comme l'a dit Jean-Noël, aussi se dire, bah, on réintervient 1 ou 2 jours par an pour mettre à jour votre dispositif. Alors, quelques mots rapides sur le rapport de contrôle interne, parce que c'est un des rapports qui n'a pas été retranscrit sous solvabilité 2, mais qui reste sous solvabilité 1. Le conseil d'administration des mutuelles solvabilité 1 doit approuver au moins une fois par an le rapport de contrôle interne. Alors, ce rapport, il se compose de 2 parties. Une première partie dédiée à votre organisation, votre nombre, enfin, même la constitution de votre conseil d'administration avec le nom, prénom, les formations suivies dans l'année, les pouvoirs délégués aux différents dirigeants. Donc, c'est plutôt une partie comment je m'organise. Et puis une deuxième, donc plutôt sur la gouvernance. Et puis une deuxième partie qui sera plutôt sur votre dispositif de contrôle interne. Comment est-ce que vous êtes organisé? Quels sont les objectifs du contrôle interne? Quelles sont la méthodologie? Et donc là, l'idée, ce sera de dire bah, qui intervient, quelle est l'échelle de cotation, quels sont les travaux que vous avez réalisés dans l'année. Donc, je passe assez vite, mais voilà, ayez bien en tête qu'il y a un rapport de contrôle interne à rédiger, que ça doit être fait annuellement, que ça doit répondre à une réglementation et surtout qu'il ne faut pas que ce soit un copier-coller de l'année dernière, ça doit vraiment, dans cette seconde partie, montrer les travaux que la mutuelle a fait en termes de contrôle interne, que ce soit sur les contrôles de second niveau ou la mise à jour de la cartographie. Donc, je crois que voilà, on est quasi dans les temps. Pour terminer, le contrôle interne, c'est l'affaire de tous. L'idée, c'est de se dire que toutes les parties prenantes doivent être intégrées. Donc, un responsable du pilotage, les opérationnels qui, au quotidien, justement, ne saisissent pas les yeux fermés et mettent en œuvre les éléments de maîtrise pour assurer la maîtrise des activités. Donc, on sera dans du contrôle permanent avec les opérationnels et puis dans du contrôle ponctuel avec le comité d'audit qui, 1 fois, 2 fois par an, va venir mener une mission d'audit sur un sujet et de se dire, bon, bah, est-ce que le processus gouvernance est maîtrisé ou pas? Et puis, administrateur, vous êtes garant du bon fonctionnement des activités. Et à ce titre-là, bah, vous devez vous assurer d'avoir un dispositif de contrôle interne qui soit efficace, qui soit vivant et de s'assurer que l'ensemble finalement de ces parties prenantes sont bien sensibilisées à la culture et au risque. Donc voilà pour la présentation qu'on voulait vous faire aujourd'hui. On l'a animé avec Jean-Noël. Nous, au sein du cabinet, on est les 2 managers référents sur le contrôle interne. Et puis, on dispose d'une équipe avec nous qui nous accompagne justement dans la mise en place de ces missions. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Ah, bon, normalement, bon, c'était sur le tableau Excel, donc ça a dû partir. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas soit dans le chat. En tout cas, vous avez nos coordonnées ici si besoin.
Alors, je m'inquiète parce que je ne vois rien dans le chat. Donc, j'espère que vous avez pu tous participer au webinaire. Alors, peut-être pour finir, je vais essayer de lancer un petit quiz comme ça, on va voir. Sachant que la réponse attendue. On ne peut pas saisir de chat. Ah mince. Euh, ah, bah là, c'est dans les questions-réponses. Normalement, j'ai dit tout. Normalement, là, tout le monde peut saisir. Bah alors, je lance un quiz pour savoir si vous avez pu assister. Vous allez voir que la question est très orientée, hein. Bon, bon, je vois que les personnes répondent, répondent au sondage, donc c'est que vous avez pu participer. Merci à tous. Ah oui, bah, merci Monsieur Michaud. Donc, si vous voulez poser des questions, c'est plutôt dans les questions. Enfin, si vous voulez commenter, c'est plutôt dans les questions-réponses parce qu'apparemment le chat est désactivé. Donc, ça, c'est un exemple de risque. Si on avait fait identifier les risques liés à l'animation de notre webinaire, ce serait que le chat ne fonctionne pas. Oui, Monsieur Michaud, allez-y poser la question dans le Q&R. En tout cas, on enverra le replay d'ici la fin de semaine, ainsi que les slides. Et donc, pareil, n'hésitez pas à le diffuser en interne. Il n'y a aucun souci, au contraire. Euh, Comment peut-on intervenir à l'oral? Alors, je ne sais pas le poste que vous occupez, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une intervention, à mon sens, qui doit être faite au niveau de la direction générale pour leur dire, bah, voilà les risques majeurs qu'on suit et voilà les plans d'action. Au niveau du comité d'audit pour leur présenter les risques, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui change. Et puis, au niveau du conseil d'administration, plutôt avec l'infographie que Jean-Noël vous a présentée. Et c'est à minima et dans vos structures une fois par an. Voilà, je vous partage, je crois, les résultats du chat. Ben, merci à tous et puis au plaisir. Merci.